Chers compatriotes, c'est avec un profond honneur et une immense fierté que la ville d'Amiens vous souhaite aujourd'hui la bienvenue, Monsieur le Président Alain-Claude Billy-Bizier. Votre parcours force le respect. Homme d'État aguerri, ancien Premier ministre, ministre à plusieurs reprises, vous incarnez une parole politique construite par l'expérience, la rigueur et le sens élevé de l'intérêt général. Votre engagement constant pour le dialogue, la souveraineté et la dignité de notre nation fait de vous une figure respectée au-delà des clivages et une voix que l'on écoute. Vous êtes ici à Amiens pour rencontrer les compatriotes et cette rencontre revêt un sens particulier dans un contexte où l'éducation au Gabon traverse une crise profonde, crise de moyens, crise de reconnaissance, mais aussi crise d'espérance. Votre présence est un message fort et nous rappelle que l'avenir d'une nation se construit par l'école, le savoir, la jeunesse et la justice sociale. Amiens n'est pas une ville comme les autres. Elle est chargée d'histoire et de mémoire. C'est ici que repose le capitaine Charles Tchoréré, symbole du courage, de la dignité et du sacrifice africain pour la liberté. Vous accueillir ici, Monsieur le Président, c'est faire parler l'histoire et le présent, la mémoire et l'espérance. Le combat d'hier, les responsabilités d'aujourd'hui et l'avenir. Nous vous exprimons notre reconnaissance pour avoir choisi de venir à la rencontre de cette diaspora engagée, studieuse, parfois éprouvée, mais toujours debout. Votre présence nous honore et nous rappelle que le destin du Gabon se pense, se planifie et se joue aussi au-delà de ses frontières. Bienvenue à Amiens, Monsieur le Président Alain-Claude Billy-Bizier. Je vous remercie pour votre attention. Merci. C'est un très beau discours. Merci, Président. Merci pour l'accueil, merci pour l'invitation d'abord, pour l'invitation, pour l'accueil. Je suis en France pour rencontrer un certain nombre de compatriotes. Lorsqu'il y a eu, pour faire rapide, la dernière campagne référendaire, des compatriotes se sont spontanément mobilisés pour porter la voix. Il y en a qui ont mené une campagne pour le oui, c'est une démocratie. Il y en a qui ont mené une campagne pour le non. Et je crois que ce qui va être important pour l'avenir, c'est que nous soyons en capacité de nous engager pour notre pays et de nous respecter dans les choix que les autres font. Et je suis venu également à l'invitation de la diaspora il y a quelques mois à Lyon pour rencontrer les équipes qui avaient porté ma campagne pour la présidentielle. Et cette fois-ci, je suis revenu à leur invitation, mais parce que j'avais aussi des contacts, des rendez-vous à Paris, dans les milieux diplomatiques, politiques, économiques, d'affaires, parce qu'on construit une trajectoire politique dans un pays qui n'est pas isolé, dans un pays qui a un parcours, qui a une histoire, et il faut tenir compte de tout cela. On n'est pas là pour penser que le Gabon se suffit à lui-même. Le Gabon, c'est aussi des Gabonais qui sont à l'étranger et qui ont un attachement avec le Gabon. C'est aussi des amis du Gabon qui veulent entendre ce que représente le pays aujourd'hui. Et la France a un rapport avec le Gabon qui est un rapport entretenu avec les autorités actuelles, mais aussi avec les autorités en devenir. Et c'est ainsi en réalité que les choses devraient se passer. Donc, demain, il est prévu que je rencontre d'autres représentants au niveau de Paris. Je suis donc venu à Amiens pour échanger. D'abord pour dire que ce n'est pas la première fois que j'arrive à Amiens. Je suis venu ici en 2006. 2006, c'était lors de mon passage, mon CDD, qui a duré 2 ans au gouvernement. J'étais arrivé à Amiens, j'avais été bien accueilli, on avait bien échangé. Pour faire court, la situation dans notre pays aujourd'hui préoccupe au-delà des clivages. Le Gabon, c'est notre pays à nous tous. C'est une continuité historique, certains ont pris, d'autres sont là aujourd'hui. La question qui se pose simplement, c'est comment on s'organise, d'une part, pour tirer collectivement des leçons de notre passé commun, de savoir ce qui a fonctionné, ce qui a moins bien fonctionné,
et ce qui n'a pas fonctionné du tout. Et donc, comment ce parcours commun sur notre passé, qui n'est pas linéaire non plus, il y a les uns qui étaient au pouvoir, qui sont dans l'opposition, ceux qui étaient dans l'opposition, qui sont arrivés au pouvoir, comment on fait pour construire un chemin de destin? Et nous avons choisi au niveau de Ensemble pour le Gabon de construire ce chemin de destin parce que moi je ne crois pas du tout à la question de la prise de pouvoir par les armes. Je n'y crois pas. On l'a vécu au Gabon, il y a eu 64 qui n'a pas fonctionné, il y a eu 2023, ça a donné ce que ça a donné, et aujourd'hui, nous sommes à la croisée des chemins. Sur 3 éléments. Le premier élément, c'est la question de nos institutions. Je n'ai pas applaudi le coup d'État, mais j'ai estimé, j'ai toujours dit que le coup d'État devait donner à notre pays l'occasion de se dire comment on le pose sur les bons rails. Le poser sur les bons rails, c'est mener une réflexion commune pour tirer les leçons de ce qui n'a pas fonctionné. Et donc analyser les institutions, une par une. Institution président de la République, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Dans les rapports entre l'institution président et le gouvernement, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Sur la question du Parlement, qui est une institution à la fois de contrôle, d'élaboration, de production de la loi, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Sur la question des autres institutions à l'administration. Or, on ne s'est pas donné le temps de cela. Le dialogue est allé très rapidement, avec une volonté vite, d'aller vite dans une transition, et on n'a pas eu le temps de vraiment examiner. Et puis, il y a eu ce référendum, avec cette constitution, que moi j'ai combattu avec ce qui ont partagé mes idées. Je ne l'ai pas combattu parce qu'il s'agit de M. Oligui. Je l'ai combattu parce que, tel que défini, et quelle que soit la personne qui arriverait là, on arriverait au même résultat. Ça veut dire trop de pouvoir en les mains d'un seul. Ça amène naturellement à une fatigue du pouvoir. Ça amène à faire en sorte que, dans la gestion au quotidien de l'État, tout converge à la seule personne. Et le pouvoir, à un moment ou à un autre, doit amener à un partage de responsabilités. Mais quand toutes les responsabilités sont en les mains d'un seul, il ne faut pas s'étonner qu'ensuite, tout converge vers lui et que finalement, il soit la cible de tout. Il y a une grève des enseignants. Dans une gestion normale de l'État, c'est d'abord une affaire du gouvernement. Ça veut dire le Premier ministre avec ses ministres qui doivent trouver des solutions. Si ça ne fonctionne pas, on peut limoger un ministre. Si ça ne fonctionne pas, ce n'est pas directement rattaché à la personne du président. Or, aujourd'hui, c'est d'ailleurs lui-même qui descend dans l'arène pour négocier. Mais dès qu'il est dans l'arène et qu'il négocie et que ces négociations n'aboutissent pas, qui est au-dessus de lui pour venir prendre le relais? Donc là, on est vraiment dans un contexte où on voit bien que cet exécutif, tel qu'il a été conçu, pose d'abord des problèmes à la gouvernance actuelle. Le deuxième niveau de réflexion, c'est se dire, nous avons un pays qui a 65 ans aujourd'hui, après l'indépendance. Mais notre structure administrative, elle est restée quasiment la même depuis 1960. Nous en avons hérité et on l'a perpétuée. Mais est-ce que cette structure administrative est faite pour porter notre développement? Il faut en tirer les conséquences. Si c'est oui, on continue. Si c'est non, comme nous on le croit, on modifie, on améliore, on fait avancer. Le troisième niveau, c'est la question économique. Depuis 65 ans, et même avant, sous la colonisation, c'est 3 produits principaux d'exportation. C'est le pétrole, c'est le manganèse, il y avait aussi un peu d'uranium, et c'est le bois. Et notre économie repose encore aujourd'hui sur ces 3 matières principales. Le pétrole, qui pèse 40% de nos ressources et de nos recettes budgétaires, mais qui pèse aussi 60% de notre recette d'exportation. C'est le manganèse, c'est le bois. Mais il faut qu'on aille plus loin pour créer des conditions qui permettent au Gabon de diversifier son économie et donc de permettre à chacun de pouvoir entreprendre. Donc ce sont ces éléments-là qui amènent aujourd'hui à me mettre sur la place publique et à dire que notre chemin est possible. Et ce chemin qui est possible, nous on est en train d'essayer de le construire. Et bien sûr, bon, on entend les voix qui s'élèvent pour dire ouais, pourquoi c'est toi qui parles, ta presse est en prison, tu étais avec eux, c'est toi qui as fait ci, qui as fait ça. Bon, c'est le jeu politique, c'est le jeu, on va dire, c'est la joute politique. Mais quand on veut réfléchir, on doit quand même se dire que
l'expérience doit servir à quelque chose. L'expérience de se dire, ce que je vois là, je constate qu'on reproduit les mêmes erreurs. Je constate qu'on va aller vite et on lance des projets sans avoir pris le soin de les étudier, de les planifier, de les financer. Et qu'une idée n'est pas un projet. C'est une idée qui demande à mûrir, qui demande ensuite à être étudiée, examinée pour voir la faisabilité. Et les erreurs que je constate, qui ont été les erreurs qu'on a commises nous, et je constate que ceux qui ont été là avec nous continuent la même chose. Lorsque le 31 décembre 2024, le président annonce depuis Makoko qu'à partir de 2025, il y aura la construction de la ligne de chemin de fer Belinga-Mayumba, avec le port en eau profonde de Mayumba, avec la création à partir de 2025 de 163 000 emplois sur la durée. On arrive là en 2026 et on demande on en est où? Mais ce n'est pas le président, je ne suis pas là pour le défendre, mais l'expérience que j'ai de ces choses-là, il n'écrit pas son discours lui-même. L'expérience que j'ai de ça, c'est que bon, les discours sont écrits par des équipes, en tenant compte des fiches qui viennent du gouvernement, en tenant compte. Mais lorsqu'on lance cela, en disant, dès l'année prochaine, il y aura des travaux pour le chemin de fer. Une étude pour le chemin de fer, c'est 2 à 3 ans. Or, de ce que je sais, ce tracé-là n'a pas été étudié. Le tracé qui avait été étudié jusqu'à présent, c'était Belinga-Boué et une deuxième ligne entre Boué et Ovendo. Mais celui-là, ce tracé n'a pas été étudié. Comment on fait? Comment on fait si on continue de cette façon? Donc, voici les limites. Et lorsque, aujourd'hui, moi je parle de désespérance, je parle du peuple qui n'y croit plus, mais parce que des engagements qui ont été pris, on a été trop loin dans ce qu'on a dit, parce que, bon, il fallait gagner une élection présidentielle, et qu'on a dit facilement, le pays a l'argent. Mais les gens ont entendu. Les gens ont entendu, le chef de l'État dit, le pays a l'argent. Ce n'est pas un simple ministre, c'est le chef de l'État qui l'a dit. Et une fois dit comme cela, à un moment donné, la question se pose, comment on fait dans un pays qui a l'argent, où effectivement on voit que les salaires des députés ont augmenté, le nombre de sénateurs a augmenté, on voit qu'un certain nombre d'investissements ont été faits et qui ne sont pas productifs. Comment on fait ensuite pour dire aux anciens qui réclament les salaires, il faut attendre? Et puis là, on me répond, c'est un vieux problème. Je dis oui, c'est un vieux problème. Et c'est parce qu'il est vieux qu'il fallait l'intégrer comme priorité, puisqu'il est vieux problème. On ne le découvre pas. Donc voilà un peu, en résumé, quelle est la pensée aujourd'hui? La pensée aujourd'hui, c'est de se dire, notre pays doit avoir une respiration démocratique. Nous aspirons à être une vraie démocratie, et il faut qu'il y ait une place pour une opposition qui s'exprime face à un pouvoir qui est là. Et que le pouvoir doit tout faire pour que ces libertés d'expression existent et que les Gabonais aient de moins en moins peur, parce qu'aujourd'hui, alors qu'ils avaient applaudi au moment de la transition, la liberté retrouvée, maintenant les gens, ils ont à nouveau peur de s'exprimer, ils ont peur de donner leur avis, il y a l'expression qui est maintenant à la mode, le pays est bizarre. Donc tout cela doit pouvoir changer, évoluer, pour que dans ce contexte démocratique, on parvienne à chacun exprimer ses opinions. Et ici, en France et à Amiens, cet échange qui n'est pas un meeting politique, qui n'est pas une causerie politique, qui est un échange entre moi et quelques compatriotes, donne l'occasion à ceux qui sont là de me poser des questions de ce que je suis, de mon parcours, de ma vision, de ce qui m'est peut-être reproché et sur lequel il peut y avoir des éléments qu'on peut apporter pour clarifier. Donc voilà pour résumer et en réponse un peu, mais dans ce magnifique discours, il y a la question du capitaine Tchorélé. C'est important pour nous qui sommes Gabonais de revendiquer, de dire oui, nous sommes le pays du capitaine Tchorélé, c'est une référence. Un pays, c'est aussi des symboles, c'est des images. À l'international, on a Tchorélé. Dans le domaine des arts, de la musique, on a Kédengue, qu'on peut revendiquer aussi. Dans d'autres domaines, le football, on a Aubameyang, c'est des porte-flambeaux pour notre pays. Et Tchorélé en particulier, c'est à la fois l'engagement, le patriotisme, mais l'engagement dans un contexte où il n'avait aucun intérêt personnel à défendre. C'était pas la terre de ses parents qu'il défendait à Libreville, c'était une bataille pour l'humanité. Et ça aussi, c'est un message pour nos générations, de se dire qu'on ne s'engage pas que parce que je suis directement concerné ici et maintenant, on s'engage aussi parce qu'il y a des valeurs, il y a un idéal qu'on partage,
et qu'on le fait pour nous-mêmes, pour nos enfants et nos petits-enfants. Voilà, je voulais le dire concernant le capitaine Choréré et la ville d'Amiens qui a une histoire particulière avec le Gabon. Je crois que c'est une des premières grandes communautés gabonaises ici en France qui vivait à Amiens il y a quelques temps. Bien, merci beaucoup. C'est TikTok? Non, Facebook. Je pourrais commencer par une première question, Monsieur le Président. C'était un peu par rapport à votre parcours. Étant un peu plus jeune, je n'ai pas vraiment pu étudier votre parcours jusqu'à avant que vous ne deveniez député. C'était un peu, si vous pouvez m'édifier un peu votre parcours universitaire. Je sais que vous avez fait l'UOB, mais quelle a été votre série et tout, parce que j'avais appris, pas que j'ai appris, c'est comme on dit au Gabon, on nous a raconté que Billy Binzi à l'université, c'était l'un des leaders de, je pense, une association étudiante, et c'est un peu comme ça qu'il a pu se faire connaître auprès des autorités. Je voulais un peu avoir cette confirmation. Moi, je n'ai pas fait, je n'ai pas fait le syndicat pour me faire connaître auprès des autorités. Non. Je me suis inscrit à l'UOB en lettres modernes. Au moment où je suis inscrit à l'UOB, je suis en licence de lettres modernes. J'ai terminé la rédaction de mon rapport de licence sous le contrôle de l'orientation de la direction de Pierre Monsard, qui était l'enseignant principal que j'avais choisi. Je travaillais sur la vie et demi de Sonia Boutancy et sur un thème général, sexe, sang et pouvoir, dans l'œuvre de Sonia Boutancy, et notamment la vie et demi. Moi, quand j'arrive à l'université, je sors de l'ESCAP. L'ESCAP était c'était une forme de Britannie. C'était l'école secondaire des cadets de la police. À l'ESCAP, il n'y avait pas le débat contradictoire. C'était un Britannique militaire. Et donc, quand j'arrive à l'UOB, je découvre un univers un peu désordonné où chacun faisait n'importe quoi. Il n'y avait pas de syndicat, la mutuelle avait été dissoute. Et chaque fois qu'il y avait un souci, un collectif se levait le matin. L'après-midi, il y avait un autre collectif. Et c'est comme ça qu'avec un certain nombre de copains à l'époque, on décide de réfléchir à la possibilité de mettre en place un syndicat étudiant. Et ce syndicat étudiant, nous y travaillons avec des amis, Armand Paul Bébé-Yogo, David Laminza, Aimé Mapangou, Pascal Bengatonangoy et d'autres. Et puis on travaille comme ça pendant une année entière, 2 ans, jusqu'au mois de mars 1992, lorsque, à l'occasion de la grève des enseignants, Martin Labou est tué. Et c'est là que le lendemain, nous mettons en place le syndicat, nous le rendons public et nous prenons position. Dès cet instant, le syndicat travaille, s'active et revendique au-delà de l'université les questions de liberté, les questions de droits de l'homme, etc. Donc on est dans la cité, on prend position dans la cité. Et puis arrive la présidentielle de 1993, on s'engage contre Omar Bongo. Moi, je mène une campagne contre Omar Bongo. Et lorsqu'Omar Bongo, il y a ce contentieux électoral, je prends position publiquement. Je signe une tribune que je publie dans Jean-Louis Boucheron, où je dis qu'on ne le reconnaît plus comme président. Et donc on le conteste comme président. On est là en janvier 1994. Et puis, dès cet instant-là, il y a le contentieux électoral et Omar Bongo est confirmé par la Cour constitutionnelle et les étudiants se réunissent, Mbabe Sol et les autres ont mis en place le Haut Conseil de la République, qui deviendra, enfin de la résistance d'abord, qui deviendra ensuite le Conseil de la République. Mahanga Moussavou est ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur et de l'Éducation nationale, dans le gouvernement parallèle que dirigeait Pierre-André Kombila avec d'autres personnalités. Et nous décidons, nous, étudiants, de ne pas faire la rentrée voulue par le gouvernement le 3 janvier, mais de la porter plutôt le 10 janvier. Et on décide de débaptiser l'université Omar Bongo pour la rebaptiser Joseph Ranjambé. C'est ça le parcours qu'il y a eu. Et puis il y a cette histoire d'exclusion de l'université, où après cette exclusion, je passe une traversée du désert, où je vis de petits boulots et tout ça. Et après, j'intègre complètement le RNB auprès de Pape Sol. Et puis je gravis à l'intérieur le parcours militant, le colleur d'affiches, responsable de jeunes, responsable de la communication du parti, porte-parole. Et la question ensuite de l'élection de député à Makoko arrive après mon entrée au gouvernement en 2006, parce qu'entre-temps, bon, le RNB a fait son parcours
est parti de l'opposition pour entrer dans la majorité. Et dans cette majorité, en 2005, Mbabesol soutient Omar Bongo. Et dans ce soutien à Omar Bongo, j'étais un des porte-parole de la campagne. Et après cette campagne, je rentre au gouvernement. Donc, voilà, c'est le parcours plutôt résumé. C'est très bien expliqué parce moi, quand même, ce que je pouvais rajouter, dans la dernière élection qui s'est déroulée, j'avais principalement souhaité que vous puissiez gagner parce que depuis, je me disais que c'était forcément un espoir pour, comme je peux dire ça, les prolétaires. Parce que d'après moi, ce que j'ai beaucoup entendu et ce que vous nous expliquez actuellement, on voit très bien que vous avez gravi les échelons. C'est pas que directement vous avez été positionné tout en haut au cabinet. On voit très bien que vous avez gravi les échelons. Et ce parcours-là, ça donne beaucoup d'espoir. Moi, j'étais vraiment, quand j'ai appris que vous avez gravi des échelons, vous n'étiez pas tombé de haut comme ça m'a vraiment donné encore une estime encore plus sur votre parcours et votre personne. C'est pourquoi j'aurais vraiment souhaité que vous puissiez accéder à la présidence de la République pour donner aussi cet exemple-là aux jeunes Gabonais qu'il n'y a pas que ceux qui sont là-bas, qui peuvent placer leurs enfants. Il y a aussi d'autres personnes qui peuvent gravir les échelons, aller à l'université, se faire exclure, rentrer dans les partis d'opposition et après progresser. Sur cet aspect-là, lorsque je suis nommé Premier ministre, chef du gouvernement, en janvier 2023, le 9 janvier, et que je vais à l'Assemblée nationale pour ma déclaration de politique générale. Ce jour-là, je rappelle mon parcours un peu. Et je m'adresse à la jeunesse de mon pays en disant il faut croire en vos rêves. Et il ne faut jamais abandonner. Il faut travailler pour les voir s'accomplir. Moi, je n'ai pas eu de parrain politique au sens premier du terme. Ce que j'ai obtenu, je l'ai obtenu par le travail. Mais aussi, j'ai rencontré des Gabonais qui n'étaient pas de ma province, qui n'étaient pas de mon ethnie, qui m'ont tendu la main, qui m'ont aidé à grandir, à comprendre. Fabien Béré, Anakle Bichielo et beaucoup d'autres. Pierre Monsard, Léa Zamavezo. Ces personnes que j'ai rencontrées de ma vie quand j'arrive à Amiens et que j'ai mon aîné ici qui me fait asseoir pour me dire écoute, tu es ministre, mais t'en fais pas, c'est des choses qui ne vont pas durer. Il faut que tu travailles, que tu t'imposes par le travail. C'est eux qui m'ont dit ça ici. Et donc, ces valeurs-là doivent exister. Il faut que dans la tête du jeune Gabonais, on sorte ce qu'on a tenté de nous imposer, de nous inculquer, que tu ne peux pas y arriver si tu n'es pas dans une loge. Je ne suis pas franc-maçon. Je ne le suis pas. Je ne juge pas ceux qui le sont, mais je ne le suis pas. Et donc, moi, je ne crois qu'au travail. Je ne crois qu'à l'engagement. Et précisément, c'est cette idée-là que certains veulent tuer. C'est-à-dire que bon, aujourd'hui, tout est la faute de Billy Binze. Moi, j'ai été là depuis en bas. Il ne va pas au Gabon, c'est moi. Je suis là depuis en bas. J'ai traversé Omar Bongo, Ali Bongo, et aujourd'hui, j'empêche le Ligingema de dormir. Non. Il faut croire à notre pays. Et il faut sortir des idées reçues. Il faut vraiment travailler pour bâtir un projet. Et de me retrouver aujourd'hui à bâtir un projet politique dans le contexte difficile qu'a été la transition sous les militaires, c'est aussi parce que je me suis souvenu d'où je suis parti. Et que plusieurs fois je suis tombé. Mais chaque fois que je suis tombé, j'ai essayé de me relever en tirant les leçons de ce parcours et parfois je me suis relevé un peu plus fort que je l'ai été avant d'être tombé. Du coup, tout à l'heure, j'ai voulu poser la question parce que je trouvais qu'elle rejoignait un peu cette question. Donc, avant de commencer, je me présente, je suis Johnny Edou. Donc, je suis Gabonais, je viens de Yem. Je suis arrivé ici après mon parcours Mathieu. Je travaille actuellement à Paris et je suis actuaire. Bon. Une fois que c'est dit, c'était pour ma présentation. Une fois que j'ai dit ça, je voulais d'abord faire une remarque et déjà pour vous féliciter, humblement, très humblement, je suis très compétent, comment dire ça, je trouve que vous avez réussi, même si aujourd'hui vous n'êtes pas président, vous avez réussi, c'est mon avis. Et ma question que je trouvais qu'elle rejoignait un peu sa question, c'était j'allais vous dire qu'est-ce que vous, vu votre parcours, vu votre expérience, qu'est-ce que vous pourrez conseiller à un jeune qui essaie d'avoir une trajectoire, progresser dans peu importe le domaine, pas nécessairement en politique, je crois que l'expérience sert à quel que soit le domaine, même secteur, quel que soit le domaine.
Et c'était ça ma première question, que qu'est-ce que vous pourrez conseiller à un jeune qui veut réussir, qui veut faire comme vous? Enfin, pas nécessairement en politique, mais... J'ai bien compris. Dans le football, dans la culture, dans le commerce, dans les arts, les parcours peuvent être différents. Mais quand on regarde bien, les étapes peuvent se rejoindre. Je crois que la première difficulté déjà à traverser, à vaincre, c'est de savoir ce qu'on veut. C'est de trouver son chemin. Elle dit qu'on peut tâtonner parfois. On regarde les enfants, un matin, il a un copain qui sait faire une chose. Et il dit jamais d'être comme ça. Il va regarder, il va voir un film, et puis il va aimer quelqu'un. Donc, il y a ces moments de tâtonnement. Il faut tout faire pour sortir du tâtonnement et savoir ce qu'on veut. Une fois qu'on a une piste de ce que l'on veut, de où on va aller, se donner ensuite les moyens d'y parvenir. Mais d'abord, les moyens personnels. Ces moyens personnels, c'est le travail, c'est la rigueur, c'est la discipline. Après, ne pas avoir peur des choses. Je crois que l'école, dans la manière dont nous avons reçu l'école à la française, l'école française réprime l'erreur. Et ce qui fait que les enfants ont peur de commettre des erreurs. Alors qu'on apprend de ces erreurs, ceux qui ont découvert, c'est généralement des gens qui ont échoué à plusieurs reprises, mais qui ont insisté, qui ont appris leurs erreurs et qui finalement ont été reconnus comme savants. Alors qu'avant de découvrir, si on compte le nombre de fois ils ont échoué, ils auraient pu abandonner. Donc c'est la deuxième chose, c'est-à-dire se donner les moyens d'y arriver. La troisième chose, il faut écouter. Il faut écouter. Mais il ne faut pas abandonner parce qu'il y a un regard négatif. La majorité, elle ne fonctionne que sur l'élection. Il n'y a pas de lien entre la majorité et la vérité scientifique. Nous sommes dans cette salle. Nous pouvons être 6, 10 à être d'une opinion. Ce n'est qu'une opinion. Mais il y a un qui, lui, peut être dans la vérité. Donc, la vérité n'a pas de majorité. Il faut donc pouvoir se dire, on entend, on écoute, mais même dans les critiques les plus dures, il peut y avoir un fond de vérité qui peut nous aider à améliorer ce que nous sommes en train de faire. La dernière chose, vraiment, ne pas hésiter à s'inspirer de ce qui a marché chez les autres. Vraiment, même celui qui nous semble être même un adversaire, mais il faut regarder comment il a fait pour réussir lui et s'en inspirer. Donc, il n'y a pas de recette miracle. Trouver son chemin, travailler, se donner les moyens d'y arriver, ne pas hésiter et ne pas abandonner parce qu'on a échoué. Vous savez, quand je suis élu à Makoko, en 2006, d'abord je suis nommé au gouvernement en 2006 dans un contexte où ça faisait des années, dans cette région du Gabon, quelqu'un de ma communauté n'avait pas été appelé au gouvernement. Donc mon élection a suscité un gros espoir dans ma communauté. Mais cet espoir, c'est aussi parce que les compatriotes pensaient que c'était facile de régler leurs problèmes. Et qu'une fois devenu ministre, on allait les aider à construire des maisons, à trouver de l'emploi. Et puis il y a des déceptions. Parce que ça ne se passe pas comme ça. Et ces déceptions-là ont fait que quand arrive l'élection de 2011, j'ai un compatriote de la province qui lui est maintenant ministre du budget et de la fonction publique. Est-ce qu'on peut tourner le dos à quelqu'un qui est ministre du budget et de la fonction publique? Donc ceux qui étaient à mes côtés ont traversé. Et puis je les ai vus partir. Ils sont allés faire la campagne de mon concurrent, je ne dirais pas adversaire, mon concurrent. J'ai perdu cette élection. Mais c'est une élection que j'ai gagnée. Pourquoi? Parce que lorsqu'il y a la proclamation des résultats, j'ai désormais un espace politique qui m'est acquis. Vous voyez ce que je veux dire? Vous avez dit tantôt que vous considérez que j'ai réussi. Oui, parce que je venais de très loin. Et qu'au début, les gens disaient, mais pourquoi Billy Bizet n'est pas en prison? Pourquoi il est dehors? Personne ne voulait m'entendre. Mais en prenant même des résultats officiels, j'ai quand même rassemblé près de 23 000 voix. Au Gabon, c'est pas rien.
Et j'ai donc échoué. Et puis je me suis assis, j'ai compris pourquoi j'ai échoué. J'ai compris que dans la vie, parfois les gens projettent sur vous leurs désirs. Et parfois ils attendent de vous des choses qui dépassent vos capacités. Ayez le courage de leur dire je ne peux pas. Au moins il n'y aura pas de malentendu entre vous. Ne dites pas j'irai chercher. Si vous dites j'irai chercher, c'est l'espoir que vous créez. Dites-lui ce que vous me demandez là, je ne le peux pas. Mais ça là, je peux. Et ce que vous pouvez, faites-le. J'ai eu ça comme leçon dans ma vie. Dernière chose, c'est que une fois que j'ai été à nouveau appelé aux responsabilités, ben ça a été le reflux. Il y a eu le... Voilà. La vague s'est retirée quand je n'étais plus là. Et quand j'ai été à nouveau là, la vague est revenue. Et là, maintenant, sur 2025, ben, j'ai revécu la même chose. Et une fois qu'on a déjà intégré cela, on se dit parfois, on trouve la force morale où, mais on se dit, mais j'ai déjà vécu ça. Et donc, je ne suis pas surpris de le vivre aujourd'hui. Voilà. Oui, bien sûr. Monsieur le Président, merci encore d'être venu aujourd'hui. Et pour ma part, vous êtes quelqu'un de très brillant. J'ai toujours regardé vos interventions. Et avant de décliner mon propos, je souhaite quand même me présenter. Voilà. J'ai fait l'UEB, j'ai fait une licence en archéologie. Et j'ai obtenu une bourse pour venir pour la France pour poursuivre mes études en archéologie. En archéologie? Oui. Et donc, je suis arrivé, j'ai fait mes études. Je suis venu par le biais de la bourse parce que pour venir en France, quand on n'a pas les parents, on vient par le biais de la bourse. Et donc, j'ai obtenu une bourse pour venir en France pour poursuivre mes études. Voilà. Je suis arrivé sur Amiens en 2017. De 2017 en 2020, j'ai fait mon master 1 et après, pour me spécialiser, je suis allé faire la Sorbonne, un pardon Sorbonne, où j'ai fait mon master en paléogénétique. Je me suis orienté dans la paléogénétique, donc l'étude du génome humain. Et à côté, j'ai fait une formation parce que je me suis dit, oui, j'ai fait une formation en archéologie, en paléogénétique, mais à côté, pour assurer mon derrière, il faudrait que je fasse une formation en parallèle dans le médico-social. Et donc, je suis aujourd'hui, comment on appelle ça? Je travaille dans le médico-social auprès des personnes autistes. Voilà, hormis mes études en paléogénétique, j'ai fait une formation dans le médico-social. Aujourd'hui, je suis dans le médico-social et je travaille en tant que, comment on appelle ça? Moniteur éducateur auprès des personnes autistes à Paris. Alors, pourquoi je vous décline mon parcours? C'est parce que si je suis arrivé, c'est par le bien de la bourse. Et aujourd'hui, il y a un problème qui se pose parce que depuis 2007, quand je suis arrivé, je suis dans le monde associatif. J'ai été 2 fois vice-président et président de l'association des Gabonais d'Amiens. Alors, j'ai été au cœur des difficultés des Gabonais dans le domaine estudiantine. Je sais ce que c'est surtout en 2020, lorsqu'il y a eu la période de Covid-19. On était là, on a fait ce qu'on appelle une banque alimentaire pour pouvoir soutenir nos compatriotes qui sont en difficulté. Lorsqu'il y a peu de la bourse, lorsqu'ils viennent d'arriver du Gabon pour la France, nous sommes là pour les accompagner dans des démarches administratives, voilà, pour donner l'intégration aussi. Aujourd'hui, il y a un problème qui se pose parce que les bourses ont été coupées depuis un certain temps et ça devient compliqué. Ça devient compliqué pour certains compatriotes parce qu'ils n'arrivent pas à joindre les deux bouts et à gauche, il faut essayer de faire des petits boulots pour pouvoir joindre les deux et ça devient compliqué. Pour un pays, le Gabon, un pays riche tel qu'on le connaît aujourd'hui, c'est un peu honteux aujourd'hui quand on essaie de voir un peu la précarité des Gabonais en France. Et pour ma part, si je n'ai pas eu cette bourse, je ne vais pas être aujourd'hui ce que je suis aujourd'hui. C'est grâce à cette bourse qui m'a permis de venir parce que je suis des familles démunies. C'est grâce à cette bourse, quand je suis arrivé, qui m'a permis de pouvoir évoluer, payer mon logement, me nourrir pour pouvoir bien travailler dans mes études. Aujourd'hui, quand les Gabonais sont privés de cette bourse, ça crée beaucoup de difficultés, même au point où les résultats ne sont plus escomptés. Voilà. Donc, monsieur le Président, aujourd'hui, je vous ai suivi, vous étiez à TV5 Monde et j'ai constaté que vous avez abordé la question on vous y a posé la question sur un peu les bourses du Gabon. Parce qu'aujourd'hui, on sait que le président actuel a décidé de supprimer les bourses dans différents États. Voilà. À part, aujourd'hui, on sait que la France, beaucoup de Gabonais ont du mal à arriver parce que ça devient compliqué. C'est plus à notre époque quand on était venu où la bourse était un peu accessible à tout le monde. Donc, monsieur le Président, aujourd'hui, je vous ai entendu parler en TV5 Monde et voilà pourquoi aujourd'hui je me suis libéré. Je me suis dit, j'aurais envie de vous rencontrer et puis essayer de discuter comme nous sommes aujourd'hui. Qu'est-ce que vous pensez de cette situation précaire, difficile que les Gabonais vivent en France actuellement concernant la suppression des bourses?
Je crois que d'une manière générale, la question de l'éducation, de la formation, ça doit être la priorité de tous les pouvoirs au Gabon. Le gouvernement a décidé d'arrêter de payer la bourse à l'étranger, mais je crois que c'est progressif. Il y a des décisions qui ont été prises pour certains pays, c'était supprimé. Il a dit parce que ça coûte cher, etc. Je crois que c'est une mauvaise décision. Et il serait bien qu'il revoie ces décisions. D'abord parce que c'est depuis Léomba que les étudiants gabonais viennent en France faire des études avec une bourse de l'État gabonais. Au Gabon, ils viennent en France, ils vont aux États-Unis, depuis le président Léomba. Ce qu'on ne sait pas beaucoup, c'est que le président Léomba a créé, avec la France ici, quelque chose d'extraordinaire sur le domaine de la médecine pour accompagner les étudiants gabonais. Le président Mabongo a poursuivi ça. Le président Ali Bongo a poursuivi la même politique. Maintenant, il faut regarder en toute objectivité et se dire, l'État a besoin de se développer. Il faut peut-être maintenant déterminer des secteurs qui soient prioritaires, sur lesquels on accorde des bourses particulières plus élevées que les autres secteurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une bourse sociale. Ici en France, les enfants des familles défavorisées sont accompagnés par l'État en termes de bourse sociale. Après, il y a la bourse d'excellence. Ça veut dire que l'État décide d'engager sa stratégie dans tel ou tel domaine. L'intelligence artificielle qui est un enjeu aujourd'hui, l'État va décider que les enfants brillants qui ont fait maths sup, qui veulent s'y orienter, l'État leur accorde une bourse plus conséquente que la bourse moyenne qu'on accorde à tout étudiant gabonais. Donc, si les étudiants ne sont plus accompagnés, là on parle de la France, c'est très difficile la France. Le statut de l'étudiant, c'est à la fois le petit pécule que l'État envoie, mais aussi les facilités pour les papiers administratifs ici. Quand on est étudiant boursier, c'est plus facile que lorsqu'on est étudiant venu soi-même. Donc, il faut que le gouvernement revoie cette politique-là. On parle de la France, mais le Sénégal. Moi, j'ai été au Sénégal. J'ai encore récemment discuté avec des familles à Libreville parce que les parents et les enfants, quand l'enfant est orienté à l'UOB, autant nous, on était jeunes, on rêvait d'avoir le bac pour aller à l'UOB, autant l'image qu'il y a de l'UOB aujourd'hui fait que quand un enfant est orienté, je parle bien d'image, je ne parle pas de contenu des enseignements, je parle de l'image. Quand un enfant est orienté à l'UOB, il a le sentiment d'une punition. Il a le sentiment qu'il y va parce que ses parents n'ont pas été capables de l'envoyer ailleurs. Et il met de la pression sur les parents à un niveau qui est tel que les familles vont parfois s'endetter pour envoyer l'enfant au Sénégal. Et lorsque derrière, le papa qui avait une fonction, il était peut-être conseiller d'un ministre, ou peut-être, je ne sais pas, proviseur, il avait une petite indemnité. Quand il perd la fonction, il perd le revenu. L'enfant est seul dans un pays étranger. Et il se trouve que malheureusement, la précarité aidant, certains entrent dans des difficultés sociales. Et donc, c'est quelque chose qu'il faut régler en priorité. Et moi, je pense qu'il ne faut pas attendre de se dire, bah, quand on sera au pouvoir, on va y arriver, il faut mettre la pression pour que le gouvernement entende raison. Pour son intérêt d'abord, et pour l'intérêt des populations gabonaises et des familles. Les difficultés sociales au Gabon sont une réalité. Vous parlez de l'interview sur TV5, on m'a reposé ces fameuses questions, les Gabonais vivent sur leurs moyens. Je n'ai jamais prononcé cette phrase. Les vidéos existent. Ça a été un détournement, une interprétation. Mais on est arrivé à cela pourquoi? Moi, j'ai fait le tour du Gabon en tant que ministre de l'énergie. J'étais à Mingo, j'étais à Matoune, j'étais à Mekambo, j'étais à Mouabi, j'étais à Mayumba. Mais lorsque j'y allais, je m'asseyais avec les populations. Parce que l'énergie, l'eau, ça rentre dans tous les foyers. Et lorsqu'une maman te dit, papa, ici, là, j'ai des problèmes d'électricité, ah maman, tu t'assieds et on écoute. Et vous partez de l'électricité pour arriver à la question de la vie chère. Ah, mais vraiment, le sac de riz a augmenté, le carton d'huile a augmenté, tel a augmenté. Ça a été la même chose dans tout le Gabon. Lorsque j'ai donc été nommé Premier ministre,
vérifiez, vous verrez que quand je fais ma déclaration de politique générale, je mets la question sociale comme axe numéro 1. Et le lendemain, le titre de l'union, c'est orientation sociale. Parce que les difficultés étaient là. J'ai donc organisé des assises sur la vie chère. Et dans la question de la vie chère, il y a l'éducation. Si on a une école publique de qualité, les parents ne seront pas contraints d'aller dans le secteur privé pour que cette question de la bourse soit réglée. Et nous avons commencé à reparler de cela. Il faut absolument qu'on remette en place la bourse pour les étudiants à l'étranger. Ce n'est pas parce qu'il faut qu'ils viennent faire le fun en France, mais il y a une meilleure qualité de formation. Exactement. Et donc, si on veut donner des cadres d'élite qui sont bien formés, qui s'installent, qui forment une vraie diaspora, qui va aider le pays aussi, il faut donc qu'il y ait la bonne formation. On était l'autre jour à Sorbonne Paris, un Panthéon là, pour la remise des diplômes d'une de mes nièces. Et ça fait plaisir de voir que dans cet univers-là, quand on les présentait, on disait quelle promotion, ils sont déjà tous pris. Avant d'avoir eu le diplôme, ils sont tous pris. Telle promotion, on a même dû ne plus faire le stage en entreprise parce qu'on voulait les prendre tout de suite. Et donc, quand vous avez là-dedans 2, 3 Gabonais, vous dites, ouais, c'est aussi le flambeau du pays à l'étranger. Donc oui, il faut qu'on regarde cette question de bourse. Je crois qu'on a manqué de signaler. Désolé, je voulais poser, enfin, comme on est sur le cas des bourses, qui est en train d'être supprimé ou qui c'est un sujet que je maîtrise pas bien. Mais j'avais demandé, le Gabon, c'est très bien la bourse, j'en ai bénéficié, c'est grâce à ça que j'ai pu tenir mes études à Paris. Enfin, j'avais pas des parents qui pouvaient me payer des études à Paris, à Dauphine. Donc c'est grâce à ça que je travaille. Et comme vous dites, j'ai été embauché étant stagiaire, donc c'était très bien. Mais par contre, moi, enfin toutes les personnes que je connais qui étaient de ma promotion et tout, on a tous, quand on échange, il y a une critique qu'on fait à peu près par rapport au Gabon. Le Gabon, une fois, il dépense des millions pour envoyer des étudiants. On est bénéficiaire, j'ai bénéficié, je suis content, je travaille, j'ai une situation confortable, je suis très content. Mais à quel moment, le Gabon s'organise pour rentabiliser, reprendre progressivement, c'est un investissement, un État ne fait pas de... C'est un État, oui, mais... à quel moment ils s'organisent pour reprendre progressivement des talents partout? Genre, il y a un Gabonais, je ne sais pas, peut-être dans quelques années, vous connaîtrez, qui est, pour moi, je trouve, c'est le meilleur que j'ai connu plus une autre façon de le faire, mais il est très, très fort. Il a fait MIT, il a fait Central Paris, il travaille aux États-Unis. L'État, il a financé, il a fait ses études grâce à l'État. Il travaille pour les États-Unis. Ce qu'il fait là-bas, c'est que d'autres personnes font ici. À quel moment on s'organise pour dire on a dépensé tel temps sur ces personnes, comment on les récupère pour qu'ils travaillent pour le pays, pour qu'ils participent à l'évolution du pays hors secteur familial. C'est pour cela que lorsque j'indiquais tout à l'heure, et ça fait partie de l'une des propositions que je mets sur la table, les États généraux de la nation. Pourquoi? Parce que nous devons interroger nos différents secteurs d'activité. L'État accordait les bourses au début pour que les gens aient des diplômes et venaient à la fonction publique. Vous pouvez remarquer, les premiers boursiers, quand ils terminaient, on les recrutait à la fonction publique ou dans les entreprises d'État. À l'époque, l'Octra, n'est-ce pas, non? Il y avait une forme de plein emploi parce qu'on n'était pas encore très nombreux. Et puis, la taille de la fonction publique a grandi. Et là, avec le FMI, on verra quel type de programme ils vont engager. L'État a de plus en plus de mal à assumer la charge salariale de ses agents. Mais cet État n'a pas diversifié son économie. Et donc, des secteurs pointus pour lesquels on envoie les enfants ici étudier, il n'y a pas de débouché au Gabon. C'est pour cela que la question de la bourse, des bourses d'études, doit s'accompagner d'un développement du secteur privé dans notre pays. Ça veut dire, l'État va se dire, mais écoutez, là, la question du numérique est devenue un enjeu d'avenir. Mais le numérique ne peut plus être simplement j'ai un ordinateur ou j'ai un téléphone portable, j'ai une connexion. C'est un ensemble. Mais cet écosystème, c'est l'État et le secteur privé qui le mettent en place
pour que ceux qui ont fait des formations pointues à l'étranger trouvent des débouchés et que l'État, surtout, a accompagné dans leur formation. Il faut qu'ils soient en capacité de travailler. Mais si on a quelqu'un qui est ingénieur dans un domaine pointu et qu'il n'y a pas de débouché au Gabon, il devient fonctionnaire d'État, c'est pourquoi faire. Il est fonctionnaire, il aura un salaire de fonctionnaire, il sera démotivé, il va faire des grèves tous les jours. Il faut donc que l'État rémunère bien ceux qui ont fait de bonnes études et que ceux-là ne soient pas tentés de rester. J'ai entendu le général, il avait dit à quelle étape d'ailleurs? Est-ce que c'était aux États-Unis? Il était dans une tournée. Et il avait dit, on supprime la bourse à l'étranger parce qu'ils ne reviennent pas au pays. C'est aux États-Unis. Parce qu'ils ne reviennent pas. Je crois que ce n'est pas la bonne approche. La bonne approche, c'est effectivement se dire, vous y êtes là-bas, c'est très bien, vous allez acquérir une expérience, il faut un lien avec le Gabon. Donc cette histoire des affaires étrangères et de la diaspora, il faut que les diasporas aient un lien avec le pays, mais que progressivement, on crée au pays les conditions d'emploi de ce qu'on envoie à l'étranger. Vous voyez ce que je veux dire? Pas forcément le même niveau de salaire, parce que bon, on n'a pas la même monnaie. On ne va pas vous payer en euros, mais qu'au moins, quand vous êtes au Gabon, vous soyez dans une classe moyenne supérieure par rapport à vos études. Monsieur le Président, excusez-moi, Monsieur le Président, peut-être je pense que je ne me suis pas... Excusez-moi, je ne me suis pas présenté. Moi, je suis le cas Alakila. Moi aussi, principalement, je suis venu en France. Parce que la dame... Excuse-moi, je suis venu aussi en France pour... Je suis venu en France aussi pour faire mes études, tu vois. Je suis venu avec la bourse aussi, étudiant boursier. J'ai eu la bourse Concorde pour faire les études de chimie. Et je me rappelle très bien que lorsque j'ai eu ma bourse, on avait un engagement, un document qu'on signait, c'était l'engagement quinquennal, décennal, voilà, qui nous donnait en fait un devoir que lorsqu'on terminait nos études, on devait rentrer aussi au pays. Donc je pense que cet aspect-là, même si peut-être il n'y a pas forcément les conditions d'accueil dans notre pays, pour les personnes qui sont formées à l'extérieur, nous aussi les Gabonais, par amour pour le pays, il faudrait venir aussi créer ces conditions. Après, c'est tout à fait compliqué pour un ingénieur en intelligence artificielle qui travaille en Suisse gabonais d'aller après, par amour du pays, au Gabon, en sachant très bien que dans ce domaine, il n'y a pas encore de possibilité pour lui d'avenir, donc ce serait un peu compliqué. Mais il y a quand même aussi ce côté-là où les Gabonais aussi doivent se dire qu'il faudrait aussi eux-mêmes avoir aussi un amour du pays pour apporter à leur tour les connaissances qu'ils ont pu avoir dans différents pays pour aussi transmettre ça aux autres. Vous savez, lorsque j'étais conseiller du président, c'était en quelle année? En 2015. En 2015, j'ai fait une proposition. J'ai fait la proposition de mettre en place une forme de service national et qui aurait fait en sorte que les Gabonais, dont l'État a financé les études, qui travaillent à l'étranger, passent un contrat avec l'État pour que leur période de congé ici, quand ils sont à l'étranger, ils les passent au Gabon, dans les secteurs donnés, en soutien A, en soutien A, en soutien A, jusqu'à atteindre la question là qui est dite de l'engagement décennal. Si on lui dit seulement de rentrer définitivement, sans qu'il ait ces conditions-là, ça ne peut pas fonctionner. Mais si l'État l'ayant soutenu, il peut, en contrepartie, aider l'État à dynamiser un secteur sans renoncer à ce qu'il est ici. C'est faisable. C'est génial d'ailleurs. Oui, c'est faisable. Malheureusement, bon, c'était pas encore mûr. Donc le projet n'est pas allé plus loin. Merci beaucoup. Il y a la seule dame qui est dans... Bon, après moi, Oui. je pense déjà, bonjour encore, je vais perdre là. Juste prendre mon téléphone, s'il te plaît, pour avoir bien mémorisé. D'accord. Oui, parce que moi, j'aime bien tout garder, vraiment. Si je peux me permettre, Excellence, merci encore d'être là, de nous accorder ce temps. Moi, j'aurais vraiment souhaité avoir ce genre de moment au temps où vous étiez au pouvoir, mais bon, il n'est jamais trop tard. Moi, je suis plus dans la question sociale. La politique, comme j'ai dit, mon quartier, ça m'épuise. Ça m'épuise vraiment. Je suis René Gladys, de mon nom. Je suis gabonaise originaire de Nastonville. Donc,
moi je me demande, est-ce que vous ne pouvez pas essayer d'être une force de proposition pour l'État qui, aujourd'hui, on voit bien, a des difficultés à mettre en place quand même, trouver des solutions par rapport aux conditions de vie des Gabonais. Moi, je parle pour des Gabonais, mais vraiment qui vivent dans la grande précarité. Là, on a le cas de ceux qui ont été cassés dans les différents quartiers. Il y en a encore qui dorment à la Belle Étoile. Aujourd'hui, on a la grâce d'avoir les réseaux sociaux. Donc, même si on veut dissimuler des preuves, les réalités sont là. Mais est-ce que vous ne pouvez pas, vous, monsieur Alain Claude, essayer de vous rapprocher des associations, admettons, des associations déjà qui existent au Gabon, et vous dire, sur, on va dire, les orphelinats, par exemple, je prends un exemple, pour les orphelinats, vous dire, est-ce que vous avez un manque, vous avez des besoins, des trucs comme ça, et vous apportez votre aide sans... Peut-être que vous le faites déjà, on ne sait pas, parce qu'on ne dit pas tout, surtout quand on fait notre vie sociale, généralement, on ne vient pas dire j'ai donné. Parce que pour moi, je me dis, tu donnes et tu viens dire, vas-y, j'ai fait ça, ça ne sert à rien en fait. Donc vraiment, essayez de voir ça, monsieur. Si vous pouvez vraiment aider les plus démunis, parce qu'on va tout faire. C'est long, le processus il est long, moi je trouve. D'accord. Dans votre intervention, il y a trois remarques que vous faites. Vous me dites que vous auriez aimé, lorsque j'étais aux responsabilités, avoir ces moments-là. Je venais de vous dire que lorsque j'étais aux responsabilités, j'ai parcouru le pays, m'asseoir avec des compatriotes. Mais dans le même temps, on est contraint par un agenda gouvernemental qui fait que, et en plus, ce que nous oublions souvent, c'est qu'on travaille dans le cadre d'un système politique. Si un ministre prend trop de liberté en allant travailler avec les populations, on va commencer à dire, ah, mais il a le projet présidentiel. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il y a toujours cet aspect-là, mais bon, j'entends. Et on a maintenant l'occasion de pouvoir aller librement où je peux discuter avec les compatriotes. La deuxième observation que vous faites, c'est la question de la force de proposition. Oui, bien sûr. Moi, je ne suis pas... Je suis gabonais. Je veux que mon pays avance. Et quand je dis « asseyons-nous dans le cadre des États généraux de la nation », je ne parle pas d'un dialogue politique. Je parle d'aborder tous ces sujets-là. Comment on fait pour éradiquer la grande précarité? La grande précarité, ça veut dire ceux qui n'ont absolument rien du tout. Comment on fait? Lorsque j'avais proposé la question d'un revenu minimum, les gens ils ont dit non, c'est impossible. Mais si, c'est possible. Un revenu minimum, j'avais dit 150 000, on pourrait descendre 75 000. Vous imaginez une famille. Il y a des foyers. Moi, je suis allé dans les quartiers de Libreville. J'ai rencontré des familles, le chef de famille, retraité d'une boîte privée, il se rend compte à la fin, quand il va à la retraite, que sa boîte ne payait pas les cotisations sociales. Et donc, il n'a rien. Et c'est lui seul qui travaillait parce que l'épouse vendait au marché. Et les enfants ont fait des études, n'ont pas d'emploi. Et donc, on a comme ça des familles entières à Libreville sans revenus. Et donc, une enquête sociale aurait pu permettre à ce que l'État apporte un petit chouïa à ces populations, à ces ménages. D'ailleurs, ça allait participer à une dynamique économique. L'argent qu'on donne n'est jamais perdu. Bien sûr, puisque ça enclenche la consommation. Exactement. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a la question associative. Et vous l'avez dit, moi j'ai beaucoup travaillé à travers les églises, les prêtres, un certain nombre d'associations, sans mettre ça en avant. Je n'ai jamais amené les caméras de télévision quand je faisais quelque chose. Des fois, c'était évacuation sanitaire, on arrivait à ça. Et quelqu'un, bon, l'État a dit, le ticket modérateur, c'est ça. Mais on voit l'état de l'enfant, il faut le faire partir. Si on peut prendre un billet d'avion, on prend un billet d'avion. Si on peut acheter des médicaments, on achète des médicaments, on le fait, autant qu'on le peut. On ne peut pas le faire comme l'État. On ne peut pas le faire comme l'État. Et puis, bon, il faut que le gouvernement crée les conditions de recevoir des propositions des compatriotes qui ne sont pas forcément d'accord avec l'orientation politique qui est prise.